Mon mari a oublié de raccrocher après avoir dit « je t'aime », puis je l'ai entendu rire et j'ai entendu la voix de mon demi-frère. Elle te croit vraiment. Les médicaments fonctionnent, bientôt elle ne fera même plus confiance à son propre nom. Mon sang s'est glacé. Il complotait quelque chose, à propos de mon héritage. J'ai laissé tomber le téléphone. J'ai disparu. Le silence qui a suivi le « je t'aime aussi » aurait dû être réconfortant. Au lieu de cela, il est devenu le moment où tout mon monde s'est brisé comme un œuf heurtant du béton. Je tenais encore le téléphone à mon oreille, attendant le clic familier de la déconnexion, quand j'ai entendu à nouveau la voix de mon mari, mais cette fois, il ne me parlait pas, elle l'a complètement gobé, dit Julien, sa voix portant ce ton satisfait que j'avais pris pour du contentement dans notre mariage. Tout le coup de la veuve en deuil sera parfait quand le moment viendra. Mon sang s'est transformé en eau glacée dans mes veines. Le téléphone tremblait dans ma main tandis qu'une autre voix se joignait à la conversation. Une voix qui a fait que mon estomac est tombé à travers le sol. La police d'assurance est solide, dit mon demi-frère Laurent, ces mots me coupant comme des éclats de verre. 2 millions d'euros plus les propriétés de l'héritage. Une fois que nous déclencherons la clause sur son instabilité, tout sera transféré proprement. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, mon cœur battant si fort que j'avais peur qu'il puisse l'entendre à travers la connexion. La cuisine autour de moi, notre cuisine avec ses murs jaunes joyeux et la tasse à café que Julien m'avait achetée pour notre anniversaire, a soudainement ressemblé à un décor de scène, faux et creux. Le changement de médicament était un coup de génie, continua Julien, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. Le docteur Dubois pense qu'il est de sa dépression, mais ces pilules vont la rendre paranoïaque, erratique. Encore quelques semaines et nous aurons toute la documentation dont nous avons besoin. Mes jambes ont cédé. Je me suis affaissé contre le comptoir de la cuisine, le granit froid contre mon dos tandis que le téléphone glissait de mes doigts engourdis. Mais je pouvais encore les entendre parler, leur voix flottant depuis l'appareil qui était devenu une fenêtre sur ma propre destruction. « Et Sophie ?» demanda Laurent. « Elle pose des questions sur le fond fiduciaire. »« Ma sœur ne sera pas un problème, » répondit Julien avec dédain. « Elle est trop occupée par sa propre vie pour creuser. De plus, une fois Violette internée, Sophie sera reconnaissante que nous nous occupions de tout. » Internée. Le mot m'a frappé comme un coup physique. Il ne prévoyait pas seulement de me voler. Il prévoyait de me faire déclarer mentalement incapable et de m'enfermer. J'ai regardé la bouteille de pilules sur le comptoir, celle que le docteur Dubois m'avait prescrite il y a seulement 3 semaines. Celle pour laquelle Julien avait été si encourageant. M'apportant de l'eau chaque matin, s'assurant que je prenais mes médicaments avec le petit déjeuner. Les pilules qui me donnaient une sensation de brouillard, de déconnexion, comme si je vivais ma vie à travers une épaisse vitre. Depuis combien de temps cela durait-il ? Depuis combien de temps mon mari me droguait-il lentement tout en me disant bonne nuit ? Depuis combien de temps mon demi-frère, le garçon que j'avais aidé à élever après que papa ait épousé sa mère, prévoyait-il de voler tout ce que notre père m'avait laissé ? La conversation continua, mais leur voix semblait venir d'outre-mer maintenant. J'ai entendu des fragments. L'avocat, la procuration. Elle ne le verra jamais venir. Chaque mot était un autre clou dans le cercueil de la vie que je pensais avoir vécue. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale se connecte. Et si c'est la première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Profitez de l'écoute. Je m'appelle Violette Ashford et jusqu'à il y a 3 minutes, je croyais être une femme aux prises avec la dépression après avoir perdu mon père. Soutenue par un mari aimant et une famille attentionnée. Maintenant, je savais que j'étais une proie et que les chasseurs me traquaient depuis des mois. Je me suis forcé à respirer, à penser. Le téléphone était toujours connecté. Ils ne savaient toujours pas que je pouvais les entendre. Pour la première fois depuis des semaines, mon esprit était vif, clair, probablement parce que j'avais oublié de prendre mes médicaments du matin dans ma hâte de me rendre à mon rendez-vous de thérapie. Thérapie. Une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Le docteur Dubois, qui avait été si rapide à prescrire des médicaments, si désireux de documenter mes épisodes. Combien Julien le payait-il ? Où était ce Laurent qui tirait ses ficelles ? J'ai ramassé le téléphone avec des mains tremblantes et j'ai terminé l'appel. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que leur conversation. Puis je me suis assise dans ma cuisine, la cuisine où Julien me préparait du café tous les matins, où Laurent avait dîné avec nous le dimanche,
où je me sentais en sécurité et aimé, et j'ai commencé à planifier. Ils pensaient chasser un cerf blessé. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient réveillé un loup. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. J'ai fait semblant de prendre mes médicaments. Julien m'a regardé avaler la pilule avec son habituel sourire inquiet. La même expression qu'il avait portée lorsqu'il m'avait tenu la main à l'enterrement de papa, lorsqu'il avait promis de s'occuper de tout. « Comment te sens-tu aujourd'hui, ma chérie ?» demanda-t-il, écartant une mèche de cheveux de mon visage avec des doigts qui me semblaient maintenant glacés contre ma peau. « Mieux ?» mentis-je, me forçant à me pencher sur son contact. Le brouillard se dissipe un peu. Son sourire se resserra presque imperceptiblement. C'est merveilleux. Mais rappelle-toi ce que le docteur Dubois a dit, le rétablissement n'est pas linéaire. Vous pourriez avoir quelques mauvais jours devant vous, préparant ainsi mon inévitable effondrement. Comme c'est attentionné de sa part. Je sais, dis-je doucement. Je suis juste reconnaissante de vous avoir pour vous occuper de tout. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Les mots avaient le goût de cendre dans ma bouche, mais l'expression de Julien se détendit. Il m'a embrassé sur le front, et j'ai dû me retenir de reculer. Je prendrai toujours soin de toi, Violette. Toujours. Après qu'il soit parti travailler, j'ai craché la pilule dans ma paume et je l'ai jetée dans les toilettes. Puis j'ai appelé pour dire que j'étais malade à mon travail à la galerie d'art, un travail que Julien m'avait encouragé à quitter, affirmant que le stress était trop pour mon état fragile. J'avais du travail à faire. Mon premier arrêt fut la banque. J'avais laissé Julien gérer nos finances depuis la mort de papa, trop accablé par le chagrin et drogué pour me soucier de l'argent. Mais j'avais toujours accès à mes comptes, et j'avais besoin de voir exactement ce qui était arrivé à mon héritage. Les chiffres sur l'écran m'ont retourné l'estomac. Virement, retrait, changement d'investissement, tous autorisés avec ma signature électronique, sauf que je n'en avais jamais autorisé aucun. Julien avait systématiquement déplacé mon argent. De petites sommes d'abord, puis de plus gros montants à mesure que ma dépression s'aggravait et que je m'impliquais moins dans les décisions quotidiennes. Madame Ashford, la directrice de la banque, Madame Benjamin, apparut sur mon épaule. « Tout va bien ? Vous avez l'air pâle. » Je me suis tourné vers elle, cette femme qui connaissait ma famille depuis des années, qui avait aidé papa à mettre en place mon fonds fiduciaire lorsque j'ai eu 25 ans. « Madame Benjamin, j'ai besoin de vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. » Elle hocha la tête, une préoccupation plissant ses traits. « Mon mari est-il venu ici récemment, apportant des modifications à mes comptes ?» Son expression changea, devint réservée. « Madame Ashford, nous devrions peut-être en discuter dans mon bureau. » Le bureau privé ressemblait à un confessionnal. Alors que Madame Benjamin fermait la porte derrière nous, elle s'assit en face de moi, les mains croisées sur le bureau, et je pouvais voir le conflit dans ses yeux. « Votre mari a une procuration, dit-elle prudemment. La paperasse a été déposée il y a 6 semaines après que vous ayez commencé à avoir des difficultés. » Quelles difficultés ? L'incident ici à la banque. Vous ne vous en souvenez pas. Mon sang s'est glacé. Quel incident ? Le visage de Madame Benjamin se fondit de sympathie. Oh chérie, vous êtes entrée très contrariée, pleurant à propos de gens qui vous suivaient, insistant sur le fait que quelqu'un essayait de voler votre argent. Vous étiez, eh bien, vous sembliez très confuse. Votre mari est venu vous chercher, et la semaine suivante, il a apporté les documents de procuration signés par vous et attestés par le docteur Dubois. La pièce tourna autour de moi. J'ai serré les bras de ma chaise, combattant une vague de nausée. Ils m'ont drogué, m'ont amené ici dans un état compromis, puis ont utilisé ma crise comme justification pour prendre le contrôle de mes finances. Madame Benjamin, dis-je, ma voix à peine audible. J'ai besoin que vous geliez tous mes comptes tout de suite. Je ne peux pas faire ça sans quoi ? Sans la permission de mon mari. Je me suis penché en avant, la laissant voir le désespoir dans mes yeux. Cette procuration a été obtenue sous de faux prétextes. J'étais sous l'influence de drogue. Elle me regarda pendant un long moment et je pouvais voir qu'elle pesait mes paroles par rapport à ce qu'elle avait vu il y a des semaines. Finalement, elle a tendu la main vers son téléphone. « J'appelle le docteur Dubois, dit-elle. Si vous avez une autre crise. » Non. Je me suis levé si vite que ma chaise a reculé. Ne l'appelez pas, s'il vous plaît. Il fait partie de tout ça. Mais elle était déjà en train de composer.
Je l'ai regardée impuissante pendant qu'elle parlait à voix basse, décrivant mes délires paranoïaques et mon comportement erratique. Quand elle a raccroché, son expression s'était durcie. « Le docteur Dubois arrive, dit-elle. Et j'ai appelé votre mari. Ils sont tous deux très inquiets pour vous. » J'étais piégé. Si je restais, ils m'auraient interné en quelques heures. Si je fuyais, cela ne ferait que confirmer leur récit selon lequel j'étais instable. Mais je ne pouvais pas les laisser gagner. Pas alors que j'étais si proche de comprendre l'ampleur de leur trahison. « J'ai besoin d'utiliser les toilettes, dis-je. » Madame Benjamin hésita, puis hocha la tête. « Bien sûr, mais Violette, s'il vous plaît, ne faites rien de précipité. Votre famille vous aime. Ils veulent juste vous aider. » Je lui ai souri, le même sourire de confiance que je donnais à Julien depuis des mois. « Je sais. Je reviens tout de suite. » Les toilettes de la banque avaient une fenêtre qui donnait sur la ruelle derrière le bâtiment. C'était un passage étroit et j'ai ruiné ma robe préférée en escaladant. Mais j'ai réussi à sortir juste au moment où j'ai entendu la voix de Julien dans le hall. Ce ton de mari inquiet qu'il avait perfectionné. J'avais peut-être une heure avant qu'il ne réalise que j'étais parti et qu'il commence à me chercher. J'avais besoin d'aide et j'en avais besoin de quelqu'un qu'il n'attendrait pas. J'avais besoin de Sophie. Ma belle-sœur vivait à 20 minutes, dans un quartier qui criait perfection suburbaine. Sophie avait toujours été la pragmatique, la sceptique qui posait des questions difficiles et n'acceptait pas les réponses faciles. Si quelqu'un me croyait, ce serait elle. Mais quand elle a ouvert la porte de sa maison et m'a vu là, décoiffée et les yeux écarquillés, son expression s'est immédiatement transformée en inquiétude. « Violette, qu'est-ce qui s'est passé ? Julien a appelé ? Il a dit que tu avais eu une crise à la banque. Il t'a déjà appelé. » Mon cœur s'est effondré. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il couvrait toute leur base. « Entre, » dit Sophie en me faisant entrer dans son salon immaculé. « Tu as l'air terrible. Quand as-tu mangé pour la dernière fois ? » Je ne me souvenais pas. La médication supprimait mon appétit depuis des semaines. « Sophie, j'ai besoin que tu m'écoutes. Vraiment écoute. Julien et Laurent essaient de me faire interner pour pouvoir voler mon héritage. » Elle s'assit en face de moi, son visage soigneusement neutre. C'est une accusation très grave. Je les ai entendus parler. Julien a oublié de raccrocher le téléphone après notre appel hier et j'ai tout entendu. Il me drogue, Sophie. Les pilules que le docteur Dubois a prescrites, ce ne sont pas des antidépresseurs. Ils me rendent paranoïaque et confuse pour qu'ils puissent prétendre que je suis mentalement incapable. Sophie est restée silencieuse pendant un long moment, étudiant mon visage. Tu sais à quoi ça ressemble, n'est-ce pas ? Comme les divagations d'une femme mentalement malade. Je sais que c'est exactement ce sur quoi il compte. Je me suis penché en avant, attrapant ses mains. Mais tu me connais, Sophie. Tu me connais depuis 8 ans. Je t'ai déjà menti ? Ai-je jamais été autre chose que rationnel et posé ? Elle a serré mes mains doucement. Non, mais le chagrin peut changer les gens, Violette. Et la dépression. Je ne suis pas déprimé. Les mots ont explosé de moi plus fort que je ne l'avais voulu. Je veux dire, j'étais triste à cause de papa. Bien sûr que j'étais triste. Mais je n'étais pas suicidaire ou délirante ou quoi que ce soit d'autre que Julien ait raconté. La seule fois où je me suis senti folle, c'est quand je prenais ces pilules. Le téléphone de Sophie a vibré. Elle l'a regardé et j'ai vu le nom de Julien sur l'écran. Ne réponds pas, ai-je plaidé. S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes pour prouver ce que je dis. Elle a hésité, puis a refusé l'appel. 5 minutes. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'application bancaire, les virements et les retraits qui avaient eu lieu à mon insu. Ensuite, je lui ai montré la bouteille de pilules, expliquant comment Julien avait été si insistant sur mon programme de médicaments. Tout cela pourrait être expliqué, dit Sophie, mais sa voix était moins certaine maintenant. Peut-être que Julien essayait juste de vous aider à gérer vos finances pendant votre deuil et la médication. Alors explique-moi ça. J'ai joué l'enregistrement que j'avais fait de l'appel d'hier. J'avais été assez intelligente pour commencer à enregistrer dès que j'ai réalisé que Julien n'avait pas raccroché. Le visage de Sophie est devenu blanc en écoutant son frère parler de mon instabilité et de l'argent de l'assurance. Quand la voix de Laurent s'est jointe à la discussion sur le déclenchement des clauses et le transfert d'actifs, elle a eu l'air sur le point de vomir. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle. «
Oh mon Dieu, Violette, je suis tellement désolé. Je n'en avais aucune idée. Tu me crois. Comment ne pas le faire? C'est la voix de Julien, claire comme le jour. Elle s'est levée, se dirigeant vers la fenêtre. Mais c'est criminel. Nous devons appeler la police. Avec quelle preuve? Un enregistrement qui pourrait être rejeté comme faux? Ma parole contre celle d'un médecin respecté et de mon mari en deuil. J'ai secoué la tête. Ils planifient ça depuis des mois, Sophie. Ils ont de la documentation, des témoins, des dossiers médicaux. D'ici à ce que la police trie tout ça, je serai interné dans un établissement psychiatrique et ils auront vidé tous les comptes. Le téléphone de Sophie a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Laurent. Il t'appelle aussi maintenant, ai-je observé. Ils coordonnent leurs recherches. Elle a refusé l'appel, mais je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit. Que veux-tu faire? Je veux les détruire, mais j'ai besoin d'aide, et j'ai besoin de quelqu'un en qui ils ont confiance pour m'aider à le faire. Sophie m'a regardé pendant un long moment, puis a hoché lentement la tête. Qu'est-ce dont tu as besoin? Le plan que nous avons échafaudé était simple dans son concept, mais complexe dans son exécution. Sophie appellerait Julien, lui dirait qu'elle m'avait trouvé en pleine crise dans son salon, et le convaincrait que j'avais besoin d'une intervention psychiatrique immédiate. Elle suggérerait de m'emmener au bureau du docteur Dubois, où Julien pourrait signer les papiers d'internement. Pendant ce temps, je rassemblerais des preuves. C'est incroyablement dangereux, a averti Sophie en m'aidant à grimper à l'arrière de son SUV. S'ils vous attrapent? Ils ne le feront pas, dis-je, bien que mon cœur battait contre mes côtes. Julien pense que j'ai une crise psychotique. Il ne s'attendra pas à ce que je pense clairement assez pour enquêter. Sophie m'a conduite au bâtiment de bureau de Julien et m'a déposée dans le garage de stationnement. J'avais peut-être 2 heures avant le faux rendez-vous au bureau du docteur Dubois. 2 heures pour trouver des preuves de ce qu'ils avaient prévu. Le cabinet d'avocats de Julien occupait 3 étages d'un gratte-ciel du centre-ville. J'y étais allé des dizaines de fois pour des fêtes de bureau et des dîners de clients, donc le garde de sécurité m'a reconnu et m'a laissé passer sans problème. Madame Ashford, comment vous sentez-vous? Julien a mentionné que vous n'aviez pas la forme. Beaucoup mieux, merci, j'ai ri. J'ai juste besoin de récupérer quelque chose dans le bureau de Julien. La secrétaire de Julien était en pause déjeuner, son bureau était déverrouillé. J'ai filé à l'intérieur et je me suis immédiatement dirigé vers son ordinateur. Il avait toujours été négligent avec les mots de passe, utilisant la même combinaison de notre date d'anniversaire et du nom de jeune fille de sa mère pour tout. Ce que j'ai trouvé dans ces dossiers a fait trembler mes mains de rage. Il y avait des courriels remontant à 6 mois, des conversations avec Laurent sur la situation de Violette. Il planifiait cela depuis avant les funérailles de papa, attendant le bon moment pour frapper. Il y avait des communications avec le docteur Dubois sur les protocoles médicamenteux, des discussions sur les dosages et les effets secondaires. Il y avait des faux documents avec ma signature, des formulaires d'assurance que je n'avais jamais vus, et une chronologie détaillée de ma détérioration mentale. Mais le pire était le dossier intitulé « Plan de secours ». À l'intérieur se trouvaient des photographies de moi prises à mon insu. Des photos de moi ayant l'air décoiffée et confuse, clairement prises pendant mes jours les plus drogués. Il y avait des déclarations de témoins que je n'avais jamais rencontrés, prétendant avoir observé mon comportement erratique. Il y avait même une fausse note d'accident écrite dans une police de caractère qui imitait mon écriture. Il ne prévoyait pas seulement de me voler. Il prévoyait de me détruire si complètement que personne ne croirait jamais mon côté de l'histoire. J'ai copié tout sur une clé USB, mes mains tremblant pendant que je travaillais. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une assurance vie que je n'avais jamais signée avec Julien comme unique bénéficiaire. Le montant du décès était de 5 millions d'euros. Il ne prévoyait pas de m'interner indéfiniment. Il prévoyait de m'interner juste assez longtemps pour établir un schéma de maladie mentale, puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Sophie. Il commence à devenir suspect. Termine maintenant. J'ai mis la clé USB dans ma poche et j'étais sur le point de partir quand j'ai entendu des voix dans le couloir. La voix de Julien et celle de Laurent. Il revenait plus tôt. J'ai regardé frénétiquement où me cacher, mais le bureau de Julien était trop ouvert, trop exposé. Les voix se rapprochaient. En désespoir de cause, je me suis glissé sous son bureau, tirant la chaise pour me cacher juste au moment où la porte s'ouvrait. Je t'ai dit que tu aurais dû bouger plus vite, disait Laurent. Elle devient trop méfiante.
Ce truc à la banque aurait pu tout ruiner. Détends-toi, répondit Julien, et je l'ai entendu s'installer dans sa chaise directement au-dessus de moi. Mon cœur battait si fort, j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Sophie là maintenant. Elle est probablement sédatée et en route pour l'établissement de Dubois en ce moment même. Et si elle a des preuves? Julien a ri, un son qui m'a glacé jusqu'à l'os. Des preuves de quoi? Les délires paranoïaques d'une femme mentalement instable. Même si elle avait des preuves, qui la croirait? Nous avons des documents médicaux remontant à des mois. Nous avons des témoins. Nous avons sa propre famille qui soutient notre version des événements. J'ai posé ma main sur ma bouche pour m'empêcher de faire un bruit. La clé USB dans ma poche donnait l'impression de brûler le tissu. De plus, continua Julien, une fois qu'elle sera internée, peu importe ce qu'elle pense avoir entendu. Dubois l'aura tellement droguée qu'elle ne se souviendra même pas de son propre nom, encore moins d'une quelconque théorie du complot sur son mari aimant. Et la phase finale? Demanda Laurent. 6 mois, peut-être moins si nous pouvons accélérer son déclin. Un accident tragique dans l'établissement psychiatrique provoqué par la culpabilité écrasante de ses accusations paranoïaques contre les personnes qu'il aimait le plus. Très triste, très crédible. J'ai mordu mes jointures si fort que j'ai goûté le sang. Il prévoyait de me prendre la vie et de faire croire que je m'étais suicidé. La police d'assurance serait versée. L'héritage serait transféré à Julien en tant que mon veuf. Et Laurent recevrait sa part pour avoir aidé à orchestrer ma destruction. Et Sophie? Demanda Laurent. Elle semblait sincèrement inquiète aujourd'hui. Sophie a toujours eu le cœur tendre. Une fois Violette partie, elle sera reconnaissante que nous ayons géré une situation aussi difficile. Elle nous remerciera même d'avoir mis fin à sa souffrance. Mon téléphone a vibré contre ma jambe. Un SMS. Je ne pouvais pas le vérifier sans risquer d'être découverte, mais je savais que cela devait être Sophie qui se demandait où j'étais. Nous devrions y aller, dit Julien. Enfin. Dubois nous attend et je veux être là quand ils l'amèneront. Je dois jouer parfaitement le rôle du mari dévasté. J'ai entendu des chaises gratter, des pas se diriger vers la porte. Puis la voix de Julien de nouveau, plus proche maintenant, comme s'il regardait en arrière vers son bureau. Tu sais la plus belle partie, dit-il. Il croyait vraiment que je l'aimais jusqu'à la fin. Elle m'a fait entièrement confiance. Ça me fait presque pitié pour elle. Presque. Eh bien, elle vaut 7 millions d'euros. Ça achète beaucoup de sympathie. Ils sont partis, leur rire résonnant dans le couloir. Je suis resté sous le bureau pendant encore 5 minutes, m'assurant qu'ils étaient vraiment partis avant de sortir sur mes jambes tremblantes. 7 millions d'euros. C'est ce que valait ma vie pour eux. C'est ce que signifiait l'amour de mon père, ma confiance, mes vœux de mariage dans leurs calculs. J'ai vérifié mon téléphone. 3 SMS manqués de Sophie, chacun plus urgent que le précédent. Où es-tu? Ils posent des questions. Je leur ai dit que tu es allé aux toilettes, mais ils commencent à être suspects. Violette, ils savent que tu n'es pas ici. Julien est furieux. Par maintenant. J'ai couru. J'ai atteint le garage de stationnement juste au moment où le SUV de Sophie virait au coin. J'ai plongé sur le siège passager et elle a appuyé à fond avant même que j'ai refermé la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle haleta. Julien m'a appelé en criant, disant que tu n'avais jamais été chez lui, que je lui mentais. Je ne l'ai jamais entendu comme ça. Parce que son masque glisse, dis-je, respirant encore difficilement. Sophie, c'est pire que ce que nous pensions. Il ne prévoit pas seulement de me voler. Il prévoit de me prendre la vie. Je lui ai tout raconté ce que j'avais entendu, lui ai montré les fichiers que j'avais copiés. Sophie s'est arrêtée dans un parking vide, et s'est assise en fixant les preuves, son visage pâle de choc. Nous devons aller à la police maintenant, dit-elle. C'est une tentative de prise de vie. Est-ce que c'est le cas? Ils n'ont pas encore vraiment essayé de me tuer. Et regardez ça du point de vue d'un flic. Une femme avec des problèmes de santé mentale documentés, affirmant que son mari et son demi-frère essaient de lui prendre la vie pour de l'argent. La même femme qui vient de faire irruption dans le bureau de son mari et de voler des dossiers confidentiels. Le téléphone de Sophie a vibré. Julien s'afficha. Réponds, dis-je, mais mets-le sur haut-parleur. Elle a accepté l'appel avec des doigts tremblants. Sophie, Dieu merci. La voix de Julien a rempli la voiture, et en l'entendant maintenant,
j'ai pu déceler la fausse inquiétude que j'avais ignorée pendant des mois. Violette est avec toi? Elle a un épisode grave. Elle a fait irruption dans mon bureau. Elle a fait des accusations sauvages. Je ne sais pas où elle est, mentit Sophie avec douceur. Elle a quitté ma maison il y a des heures, elle semblait vraiment effrayée. Et si elle se fait du mal? C'est exactement ce que je crains, dit Julien. Et je dois admirer sa performance. Il ressemblait à un homme véritablement terrifié pour la sécurité de sa femme. Le docteur Dubois pense qu'elle pourrait avoir une crise psychotique complète. Nous devons la trouver avant qu'elle ne fasse quelque chose d'irréversible. Avez-vous appelé la police? Je suis sur le point de le faire. Sophie, si elle vous contacte, n'essayez pas de la raisonner. Appelez-moi simplement immédiatement. Dans son état actuel, elle pourrait vous considérer comme faisant partie de la conspiration qu'elle pense qu'il se passe. Après que Sophie ait raccroché, nous sommes restés silencieuses pendant un moment. Il va te déclarer personne disparue, dit Sophie finalement. Probablement dangereuse pour toi-même et pour les autres. Chaque flic de la ville te cherchera. Alors je dois disparaître. Mais d'abord, je dois m'assurer que ces preuves parviennent à quelqu'un qui peut les utiliser. Qui? Si nous ne pouvons pas faire confiance à la police, à l'avocat de mon père, maître Richard Blackwood. C'est lui qui a mis en place mon fonds fiduciaire, qui connaissait mieux les souhaits de papa que quiconque. Si quelqu'un peut m'aider à naviguer dans cela légalement, c'est lui. Sophie hocha la tête et démarra la voiture. Où habite-t-il? Il n'habite nulle part. Il est mort il y a 3 mois. Le visage de Sophie tomba. Alors qui? Sa fille. Maître Sophia Blackwood. Elle a repris son cabinet. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher. Elle est jeune, mais elle est censée être brillante. Et elle n'a aucun lien avec Julien ou Laurent. Elle pourrait être notre seule chance. Nous avons traversé la ville jusqu'au bureau du cabinet d'avocat Blackwood, un petit cabinet installé dans un manoir victorien converti. Maître Sophia Blackwood n'était rien de ce à quoi je m'attendais. Elle ne pouvait pas avoir plus de 30 ans, avec des cheveux auburn courts et des yeux verts perçants qui semblaient tout assimiler à la fois. Madame Ashford, dit-elle en se levant de derrière le vieux bureau de son père. J'ai été tellement désolé d'apprendre pour votre père. Il parlait souvent de vous. Maître Blackwood, j'ai besoin de votre aide et j'ai besoin que vous croyiez quelque chose qui va sembler impossible. J'ai tout exposé. L'appel téléphonique entendu, la médication, la manipulation financière, les preuves que j'avais rassemblées. Sophia a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes, son expression devenant plus sérieuse à chaque révélation. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse pendant un long moment. C'est très complet, dit-elle finalement. Et si ne serait-ce que la moitié de cela est vrai, vous êtes en danger immédiat. Vous me croyez? Je crois les preuves, ces registres financiers, les faux documents, les polices d'assurance. Ce n'est pas le travail d'une femme délirante. C'est une fraude sophistiquée et à long terme. Elle s'est penchée en avant. Mais Madame Ashford, même avec ces preuves, poursuivre ce cas sera incroyablement difficile. Ils ont construit un récit très convaincant sur votre état mental. Je ne veux pas les poursuivre, dis-je doucement. Je veux les détruire. Sophie haussa un sourcil. Je ne suis pas sûr de comprendre. Ils ont passé des mois à détruire systématiquement ma crédibilité, mes relations, mon sens de la réalité. Ils m'ont volé mon argent et planifié ma fin. Les envoyer en prison ne suffit pas. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti. Je veux qu'ils perdent tout comme ils avaient prévu que je perde tout. Sophie c'est manifestement inconfortable à côté de moi. Violette, peut-être devrions-nous nous concentrer sur le fait de simplement les arrêter. Non. Je me suis tourné pour lui faire face et j'ai pu voir qu'elle tressaillait à ce qu'elle voyait dans mes yeux. Ils ont rendu cela personnel quand ils ont décidé que ma vie valait 7 millions d'euros. Quand Julien m'a embrassé en me souhaitant bonne nuit tout en planifiant de me prendre la vie. Quand Laurent, mon propre demi-frère, a aidé à falsifier ma signature sur mon propre acte de décès. Je me suis retourné vers Sophia. Pouvez-vous m'aider ou pas? Sophie est restée silencieuse un moment, puis a souri. Une expression acérée et prédatrice qui m'a rappelé son père. Madame Ashford, je pense que nous pouvons faire mieux que de simplement les détruire. Je pense que nous pouvons les faire se détruire eux-mêmes. Le plan que Sophia a décrit était d'une simplicité élégante et d'une portée dévastatrice.
Nous allions utiliser leur propre complot contre eux, transformant leur plan soigneusement élaboré en instrument de leur chute. La clé, a expliqué Sophia, c'est qu'ils se croient en contrôle. Ils pensent que tu es mentalement instable et que tu cours partout. Nous allons les laisser continuer à le penser pendant que nous démantelons systématiquement leur vie. La phase 1 était déjà en mouvement. Pendant que Julien et Laurent me cherchaient, Sophia déposait des injonctions d'urgence pour geler tous mes comptes et actifs en utilisant les preuves de fraude que j'avais rassemblées. Elle préparait également des plaintes pénales et des poursuites civiles qui les embourberaient dans des batailles juridiques pendant des années. Mais ce n'était que le début. Votre demi-frère Laurent travaille dans le développement immobilier, n'est-ce pas, demanda Sophia. Oui. Il a plusieurs projets majeurs en cours. Des projets qui dépendent d'investisseurs qui valorisent l'intégrité et la confiance. Comment pensez-vous que ces investisseurs réagiraient s'ils découvraient qu'il était impliqué dans la fraude des personnes âgées et la tentative de prendre une vie? Sophie avait l'air mal à l'aise. Ce n'est pas, je veux dire, parlons-nous de détruire les investissements de personnes innocentes? Les projets de Laurent sont construits sur des mensonges et de l'argent volé, dis-je sèchement. Tous les investisseurs qui perdent de l'argent à cause de ces crimes sont des victimes, pas des victimes de notre vengeance. Sophie hocha la tête avec approbation. Exactement. Et Julien, son cabinet d'avocats représente plusieurs clients de haut rang qui seraient très intéressés de savoir que leur avocat falsifie des documents et conspire pour commettre une fraude à l'assurance. Vous parlez de mettre fin à leur carrière. Il parlait de mettre fin à ma vie, répondis-je. C'est de la miséricorde comparé à ce qu'il m'avait prévu. La phase 2 impliquait le docteur Dubois. Sophia avait des contacts au Conseil de l'Ordre des médecins qui seraient très intéressés à examiner ces dossiers de patients, en particulier les schémas médicamenteux suspects et les relations financières avec les familles de certains patients. Mais le plus important, dit Sophia, c'est que nous avons besoin qu'ils s'incriminent davantage. En ce moment, nous avons des preuves de fraude et de conspiration, mais nous avons besoin qu'ils prennent des mesures qui démontrent clairement leur intention de vous nuire. Comment faisons-nous cela? Nous leur donnons ce qu'ils veulent. Nous leur faisons croire qu'ils ont gagné. Le plan exigeait que je disparaisse complètement pendant 72 heures pendant que Sophia mettait en mouvement la machinerie juridique. Sophie m'a conduite au chalet familial dans les montagnes, un endroit où Julien n'était jamais allé et que Laurent ne savait même pas qu'il existait. Pendant 3 jours, j'ai vécu comme un fantôme. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de contact avec le monde extérieur. Sophie m'apportait des provisions et des nouvelles, mais la plupart du temps, je m'asseyais seul avec mes pensées et ma rage, planifiant ce que je dirais quand le moment serait venu. Le 3e jour, Sophie est arrivée avec des nouvelles. Ça marche, dit-elle, les yeux brillants d'excitation. Julien a déposé une plainte pour personne disparue affirmant que tu es suicidaire et dangereuse. Laurent demande des faveurs pour que la police priorise ta recherche. Et le docteur Dubois a préparé une ordonnance de détention psychiatrique. Qu'en est-il du côté juridique? Sophia a été occupée. Elle a déposé des plaintes auprès du Conseil de l'Ordre des médecins, du barreau et du procureur de district. Elle a également contacté discrètement les investisseurs de Laurent et les clients de Julien, posant simplement des questions innocentes sur leur relation. Et Sophie a souri. 3 des plus gros investisseurs de Laurent se sont retirés. Le cabinet de Julien fait l'objet d'une enquête interne. Et la licence médicale du docteur Dubois est à l'étude. Bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ils doivent avouer. Ils doivent admettre ce qu'ils ont fait d'une manière qui ne peut être niée ni expliquée. Comment faire? Je souris et Sophie fit un pas en arrière devant l'expression de mon visage. Nous allons leur donner exactement ce qu'ils avaient prévu. Nous allons mettre en scène ma mort. Le plan était fou, dangereux, et absolument parfait. Sophia avait un contact au bureau du coroner. Une femme qui devait une faveur à son père et était prête à aider à mettre en scène un certificat de décès. Sophie trouverait mon corps au pied d'une falaise près du chalet. Un accident apparent provoqué par ma dépression mentale. Le corps serait trop endommagé pour une identification immédiate, nous donnant le temps. Pendant ce temps, je serais caché dans une maison de protection que Sophia avait organisée, regardant Julien et Laurent célébrer leur victoire et révéler inévitablement l'ampleur de leur crime. C'est fou, dit Sophie pour la 100e fois alors que nous nous préparions. S'il y a un problème. Il n'y aura pas de problème, dis-je, bien que mon cœur battait la chamade. Julien et Laurent se croient si intelligents, si prudents, mais ils sont sur le point de faire la plus grosse erreur de leur vie, c'est qu'ils vont se faire confiance l'un l'autre. L'accident mis en scène s'est déroulé parfaitement.
Sophie a appelé le 911 en hystérie, signalant qu'elle avait trouvé ma voiture abandonnée près de la falaise et mon corps au pied. Les agents intervenants ont trouvé la scène exactement comme nous l'avions arrangée. Ma veste accrochée à une branche d'arbre, mon sac à main dispersé sur les rochers, et un corps qui nécessiterait des dossiers dentaires pour être identifié. De ma cachette dans la maison de protection de Sophia, j'ai regardé les informations télévisées avec une satisfaction sombre. Julien a joué parfaitement le rôle du veuf dévasté, donnant des interviews sur ma lutte contre la maladie mentale et ses tentatives désespérées de me trouver de l'aide. Elle était l'amour de ma vie, a-t-il dit au journaliste, des larmes coulant sur son visage. J'aimerais juste avoir pu la sauver. Laurent était plus discret mais tout aussi convaincant, parlant de la façon dont la famille avait essayé de me soutenir pendant ma période difficile après la mort de papa. Mais je savais que la vraie conversation aurait lieu lorsqu'il penserait que personne ne regardait. Sophia avait organisé des équipements de surveillance dans la maison de Julien et le bureau de Laurent. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. 2 jours après ma mort, ils se sont rencontrés à la maison de Julien pour célébrer. Je n'arrive pas à croire que ça ait vraiment marché, dit Laurent, sa voix portant clairement à travers les microphones cachés. Quand elle a sauté, j'ai cru que quelqu'un allait découvrir que nous l'avions poussée à ça. S'il te plaît, railla Julien. Tout le monde sait qu'elle était mentalement instable. L'accident était inévitable. Nous l'avons juste aidée. L'argent de l'assurance devrait arriver dans le mois, continua Laurent. 5 millions d'euros plus les propriétés de l'héritage, divisées à parts égales, comme nous l'avions convenu. En fait, dit Julien, et j'ai pu entendre le sourire dans sa voix. J'ai réfléchi à notre accord. Il y eut une pause. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai fait la majeure partie du travail, la médication, la manipulation psychologique, la gérer jour après jour. Tu as juste aidé avec le côté financier. Nous nous sommes mis d'accord sur 50-50e, Julien. Nous nous sommes mis d'accord sur beaucoup de choses, mais Violette est morte maintenant, et les femmes mortes n'ont pas de beau-frère. Pour autant que la loi soit concernée, je suis son unique héritière. Je me suis penché en avant, n'en croyant pas mes oreilles. Ils se retournaient déjà les uns contre les autres, comme je l'avais espéré. Espèce de fils de pute, grogna Laurent. C'était mon idée. C'est moi qui ai trouvé comment accéder à son fonds fiduciaire. C'est moi qui ai trouvé le docteur Dubois, et c'est moi qui l'ai épousé. C'est moi qui ai passé 2 ans à faire semblant d'aimer une femme que je ne supportais pas. As-tu une idée de la fatigue que c'était de faire semblant de me soucier de ses sentiments, de son stupide travail à la galerie d'art, de ses tentatives pathétiques de cuisiner? Les mots me frappèrent comme des coups physiques, même si je savais qu'ils allaient venir. Entendre Julien décrire notre mariage comme une escroquerie élaborée, entendre le mépris dans sa voix quand il parlait de la vie que nous avions construite ensemble. C'était presque plus que je ne pouvais supporter, mais je me suis forcé à continuer d'écouter. J'ai gagné chaque centime de cet argent, continua Julien. Et si tu penses que tu vas arriver et en prendre la moitié, tu es plus délirant que Violette ne l'était. Je vais tout exposer, menaça Laurent. Je raconterai à la police la médication, le docteur Dubois, tout cela. Julien rit. Avec quelle preuve? Penses-tu que j'ai gardé des dossiers de nos conversations? Penses-tu que j'ai laissé une trace écrite? La seule preuve qui existait était sur mon ordinateur, et je l'ai déjà détruite. Mon cœur s'est effondré. Si Julien avait détruit les preuves, alors tout ce que j'avais copié pourrait être inutile. De plus, continua Julien, qui te croira? Tu es juste le demi-frère en deuil qui essaie de profiter de la mort de sa sœur. Je suis le veuf dévasté. Devine quelle histoire le jury trouvera plus convaincante. Espèce de fils de pute, dit Laurent, et je pus entendre la rage monter dans sa voix. Tu penses pouvoir me couper après tout ce que j'ai fait? Je pense que je peux faire ce que je veux. Violette est morte. L'argent est à moi et tu ne peux pas prouver le contraire. Il y eut un bruit de lutte. Puis la voix de Laurent, tendue et en colère. Lâche-moi. Sors de ma maison, dit Julien froidement. Et si tu me menaces à nouveau, je m'assurerai que la police sache exactement qui m'a donné l'idée de droguer ma pauvre femme mentalement malade. Ce n'est pas fini, cracha Laurent. Oui, ça l'est. Violette est morte, et notre partenariat aussi. Ne me contacte plus. J'ai entendu une porte claquer, puis le silence. À travers le flux de surveillance, j'ai regardé Julien se verser un verre et porter un toast à la pièce vide. À Violette, dit-il avec un sourire cruel. Merci pour les 7 millions d'euros, ma chérie.
J'ai éteint l'enregistrement et je me suis penché en arrière, mes mains tremblant de rage. Sophie, qui avait écouté à mes côtés, était déjà au téléphone. « Tu as tout eu ?» demanda-t-elle à son interlocuteur. « Parfait. Oui, nous aurons besoin de copies pour le bureau du procureur. » Elle a raccroché et s'est tournée vers moi. « Nous les avons. Aveu complet, admission de conspiration, et Julien vient de menacer Laurent de chantage. C'est plus que suffisant pour les envoyer tous les deux derrière les barreaux pendant des décennies. » « Bien, dis-je. Mais ma voix sonnait creux, même à mes propres oreilles. Quand agissons-nous ? Demain matin. La police les arrêtera simultanément, et nous publierons votre histoire de survie miraculeuse à la presse. Vous serez la femme qui a simulé sa propre mort pour exposer le complot diabolique de son mari. J'aurais dû me sentir triomphante. J'aurais dû me sentir justifiée. Au lieu de cela, je me suis sentie vide. Violette ? La voix de Sophie venait de derrière moi. Elle était aussi restée à la maison de protection, effrayée de rentrer chez elle au cas où Julien ou Laurent essaieraient de l'utiliser comme levier. « Tu vas bien ? J'ai entendu mon mari décrire toute notre vie comme un mensonge, dis-je calmement. J'ai entendu rire de ma mort. J'ai entendu porter un toast à ma mémoire tout en planifiant de dépenser l'argent qu'il avait obtenu de moi. J'ai levé les yeux vers elle. Comment suis-je censé aller bien ? Sophie s'est assise à côté de moi et a pris ma main. Tu es censé être en vie. Tout le reste, nous pouvons y travailler. Les arrestations ont eu lieu à l'aube. J'ai regardé depuis le bureau de Sophie pendant que les équipes de télévision encerclaient la maison de Julien et l'immeuble d'appartements de Laurent. Les images d'eux emmenés menottés auraient dû être satisfaisantes, mais tout ce que je ressentais était un étrange engourdissement. Madame Ashford. L'assistant de Sophie a frappé à la porte. La conférence de presse est dans 1 heure. Vous êtes prête ? Je me suis regardé dans le miroir. J'avais perdu du poids pendant mes semaines de prise de drogue, et le stress des derniers jours avait laissé des cernes sous mes yeux. J'avais l'air d'une femme qui avait traversé l'enfer, ce qui, je suppose, c'était le cas. Aussi prête que je le serais jamais. La conférence de presse était un cirque. Les journalistes hurlaient des questions sur la façon dont j'avais survécu, pourquoi j'avais simulé ma mort, ce que j'avais découvert sur le complot de mon mari. J'y ai répondu mécaniquement, en respectant le script que Sophia et moi avions préparé. Mais quand un journaliste a demandé ce que je ressentais à propos de la trahison de mon mari, je me suis retrouvé à sortir du script. Vous voulez savoir ce que ça fait, dis-je, regardant directement la caméra. Ça fait comme découvrir que la personne en qui vous aviez le plus confiance au monde vous détruit tranquillement petit à petit depuis des mois. Ça fait comme apprendre que chaque « je t'aime » était un mensonge. Chaque baiser était une performance. Chaque moment d'intimité, c'était juste lui qui calculait combien d'argent valait ma mort. La salle est tombée dans le silence. Ça donne l'impression de mourir alors qu'on est encore en vie, continuai-je. Julien n'a pas seulement prévu de tuer mon corps. Il a tué ma capacité à faire confiance, ma foi en l'amour, ma croyance que les personnes les plus proches de moi se souciaient réellement de ma vie ou de ma mort. Au moins, s'il m'avait simplement tiré dessus, je serais morte en croyant que notre mariage était réel. Je me suis levé, ignorant les tentatives de Sophie pour me faire rasseoir. Mais voici ce que Julien et Laurent n'avaient pas prévu, dis-je, ma voix devenant plus forte. Ils n'avaient pas prévu que je sois assez intelligente pour comprendre leur jeu. Ils n'avaient pas prévu que j'aie des gens qui se souciaient réellement de moi, comme ma belle-sœur, Sophie, et mon avocate, maître Sophia Blackwood. Et ils n'avaient certainement pas prévu que je sois assez en colère pour riposter. Je me suis penché vers les microphones. Pour toute autre personne qui pourrait vivre quelque chose de similaire, si quelqu'un essaie de vous convaincre que vous êtes folle, si quelqu'un vous pousse à prendre des médicaments dont vous n'avez pas besoin, si quelqu'un vous isole de votre système de soutien, faites confiance à votre instinct. Vous n'êtes pas paranoïaque, vous n'êtes pas délirante, et vous n'êtes pas seule. J'ai quitté la conférence de presse sous des applaudissements tonitruants, mais je les ai à peine entendus. Tout ce à quoi je pouvais penser était de rentrer chez moi. Sauf que je n'avais plus de chez moi. La maison que j'avais partagée avec Julien était maintenant une scène de crime, et même si elle ne l'était pas, je ne pourrais jamais y vivre à nouveau. Le procès a été une sensation médiatique. Julien et Laurent ont tous deux essayé de prétendre qu'ils avaient été piégés, que j'avais d'une manière ou d'une autre orchestré une mise en scène élaborée pour les faire paraître coupables, mais les preuves étaient accablantes, les enregistrements, les faux documents, le témoignage du docteur Dubois,
qui s'était retourné et avait accepté de témoigner en échange d'une peine réduite. J'ai témoigné pendant 3 jours, guidant le jury à travers chaque détail de la conspiration. Je leur ai parlé des pilules qui me donnaient l'impression de perdre la tête, des manipulations financières que j'avais découvertes, du moment où j'avais entendu mon mari prévoir de me prendre la vie. L'avocat de Julien a essayé de me dépeindre comme une femme vindicative cherchant vengeance contre un homme innocent, mais les enregistrements parlaient d'eux-mêmes. Quand le jury a entendu Julien porter un toast à ma mort et se vanter de l'argent de l'assurance, plusieurs d'entre eux ont eu l'air physiquement malades. Le verdict est tombé après seulement 4 heures de délibération. Culpable de toutes les charges. Julien a écopé de 25 ans pour conspiration en vue de commettre un acte mortel, fraude à l'assurance et abus sur personnes âgées. Laurent a écopé de 20 ans pour son rôle dans la conspiration. Le docteur Dubois a écopé de 10 ans et a perdu sa licence médicale de façon permanente. J'aurais dû me sentir justifié. J'aurais dû sentir que justice avait été rendue. Au lieu de cela, je me suis senti vide. 6 mois après le procès, je vivais dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, essayant de reconstruire une vie qui me semblait complètement étrangère. Les compagnies d'assurance avaient payé les sinistres de ma mort, puis avaient intenté une action en justice pour récupérer l'argent à ma résurrection. Mon héritage était bloqué dans des procédures judiciaires. La galerie d'art m'avait licencié pendant ma crise de santé mentale, et personne ne semblait désireux d'embaucher la femme qui avait simulé sa propre mort, même si c'était pour de bonnes raisons. Sophie venait régulièrement, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Je ne m'améliorais pas. Si quoi que ce soit, j'empirais. L'engourdissement qui avait commencé pendant le procès s'était propagé jusqu'à ce que j'ai l'impression de vivre ma vie à travers une épaisse vitre, regardant tout arriver à quelqu'un d'autre. Tu dois parler à quelqu'un, dit Sophie lors d'une de ses visites. Un thérapeute, un conseiller, quelqu'un qui peut t'aider à digérer ce qui s'est passé. J'ai eu ma dose de thérapeute, dis-je sèchement. Le dernier essayait de me faire interner pour que mon mari puisse voler mon argent. Tous les thérapeutes ne sont pas le docteur Dubois. Il y a de bons thérapeutes, des gens qui veulent vraiment aider. Je savais qu'elle avait raison, mais je ne pouvais pas me résoudre à m'en soucier. Quel était l'intérêt de guérir quand tout ce en quoi je croyais à propos de ma vie avait été un mensonge? Quel était l'intérêt d'aller de l'avant quand je ne pouvais pas faire confiance à mon propre jugement sur les gens? La sonnette a retenti, interrompant ma spirale d'apitoiement. Je n'attendais personne et Sophie était déjà là. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. D'âge moyen, habillée professionnellement, avec des yeux gentils et une expression patiente. Madame Ashford, mon nom est Dr Camilla Asher. Je suis psychiatre, mais je ne suis pas ici en tant que professionnel. Je suis ici parce que j'ai lu votre dossier et je voulais vous parler de quelque chose d'important. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne. Si c'est pour un traitement, ce n'est pas le cas. C'est à propos d'autres femmes. Des femmes qui ont vécu ce que vous avez vécu. Cela a retenu mon attention. J'ai déverrouillé la chaîne et je l'ai laissé entrer. Le docteur Asher s'est assise dans mon salon et a sorti un dossier. Je travaille avec des victimes de violences psychologiques depuis 15 ans, dit-elle. Ce qui vous est arrivé? Le dopage systématique de vos boissons, le gaslighting, la manipulation financière. C'est plus courant que vous ne le pensez. Elle a ouvert le dossier et m'a montré des photographies, des documents, des coupures de presse. Ce n'est que depuis l'année dernière. Des femmes dont les maris ou les membres de leur famille ont essayé de les déclarer incompétentes. Des femmes qui ont été manipulées et à qui l'on a dit qu'elles étaient folles. La plupart d'entre elles ne l'ont pas découvert à temps. J'ai regardé les photos. Des femmes de tous âges, de toutes origines, toutes avec le même regard hanté dans les yeux que je voyais dans mon propre miroir chaque matin. Qu'est-il arrivé à elles? Certaines sont dans des établissements psychiatriques, lourdement médicamentées et incapables de se défendre. Certaines ont tout perdu et vivent dans la pauvreté. Quelques-unes. Elle a fait une pause. Quelques-unes n'ont pas survécu. Le poids de ce qu'elle disait m'a frappé comme un coup physique. Vous voulez dire qu'il y a d'autres Julien là-dehors, d'autres Laurent? Je veux dire qu'il y a tout un réseau de personnes qui exploitent les femmes vulnérables, en particulier les femmes qui ont de l'argent ou des biens. Ils utilisent le système de santé mentale comme une arme, transformant les médecins et les avocats et même les membres de la famille en complices. Sophie s'est penchée en avant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le docteur Asher a souri pour la première fois depuis son arrivée. C'est pourquoi je suis ici. Madame Ashford,
vous avez quelque chose que ces autres femmes n'ont pas. Vous avez des preuves. Vous avez des preuves. Vous avez une histoire que les gens croient. Alors, vous avez le pouvoir d'exposer tout ce système, d'aider d'autres femmes qui traversent ce que vous avez traversé. Pour vous assurer que ce qui vous est arrivé n'arrive jamais à personne d'autre. Je suis resté silencieuse un long moment, pensant aux femmes sur les photographies, au regard vide dans leurs yeux qui correspondait au mien. Que devrais-je faire? Raconte ton histoire. Pas seulement les parties sensationnelles qui ont fait les gros titres, mais l'histoire réelle. Les signes subtils, l'érosion progressive de votre autonomie, la façon dont ils vous ont fait douter de votre propre santé mentale. Aidez d'autres femmes à reconnaître les signes avant-coureurs avant qu'il ne soit trop tard. Et vous pensez que ça aiderait? Je pense que cela pourrait sauver des vies. La fondation a commencé petit, juste moi, le docteur Asher et Sophie travaillant dans un bureau loué au centre-ville. Nous avons appelé cela la Violet Ashford Foundation for Psychological Abuse Awareness. Et notre mission était simple. Éduquer les femmes sur les signes avant-coureurs de la manipulation psychologique systématique et fournir des ressources à celles qui soupçonnaient qu'elles étaient ciblées. Les premiers mois furent difficiles. J'ai dû revivre mon histoire encore et encore, parler à des groupes de soutien et à des organisations de femmes, donner des interviews à des journalistes et des chercheurs. Chaque fois que je la racontais, j'avais l'impression de me gratter une plaie qui refusait de guérir. Mais quelque chose d'étrange commença à se produire. Des femmes ont commencé à nous contacter. Des femmes qui reconnaissaient leurs propres expériences dans mon histoire. Des femmes à qui l'on avait dit qu'elles étaient paranoïaques ou délirantes quand elles soupçonnaient leurs proches de les manipuler. Il y avait Margaret, dont le fils augmentait lentement sa médication tout en transférant ses actifs à son nom. Il y avait Lisa, dont le mari lui faisait du gaslighting depuis des années, la faisant croire qu'elle avait une démence précoce pour qu'il puisse prendre le contrôle de son entreprise prospère. Il y avait Jennifer, dont le beau-père falsifiait sa signature sur des documents juridiques pendant que sa mère regardait ailleurs. Chaque histoire était différente, mais le schéma était toujours le même. Isolement, médication, gaslighting et manipulation financière. Et dans chaque cas, la victime avait entendu par des amis et des membres de sa famille bien intentionnés qu'elle imaginait des choses, que leurs proches ne lui feraient jamais de mal. La partie la plus difficile, me dit Margaret lors d'une de nos réunions de groupe de soutien, ce ne fut pas l'argent. Ce fut de réaliser que mon propre fils ne me voyait que comme un compte bancaire sur pattes. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Alors que la fondation grandissait, nous avons commencé à développer des ressources, des listes de contrôle des signes avant-coureurs, des guides juridiques pour la protection des actifs, des réseaux de médecins et d'avocats de confiance qui comprenaient la violence psychologique. Nous avons créé une ligne d'assistance téléphonique pour les femmes qui soupçonnaient qu'elles étaient manipulées, animée par des bénévoles qui avaient vécu des expériences similaires. Mais la chose la plus importante que nous avons faite, c'était d'écouter. Nous croyions les femmes quand elles disaient que quelque chose n'allait pas, même si elles ne pouvaient pas encore le prouver. Nous validions leurs instincts et les aidions à se faire confiance à nouveau. 5 ans après la condamnation de Julien, je me suis présenté devant une commission du Congrès pour témoigner sur la nécessité d'une législation fédérale pour lutter contre la violence psychologique et l'exploitation financière des adultes vulnérables. Le système actuel, dis-je aux législateurs assemblés, traite ces crimes comme des affaires civiles ou des litiges familiaux. Mais ce qui m'est arrivé à moi et à des centaines d'autres femmes? Ce ne sont pas des disputes familiales. Ce sont des entreprises criminelles sophistiquées qui détruisent des vies et volent des milliards d'euros chaque année. J'ai regardé les membres de la commission, dont certains prenaient des notes, d'autres regardaient leur téléphone, mais quelques-uns écoutaient vraiment, et cela suffisait. Les auteurs comptent sur notre silence, continuai-je. Ils comptent sur la honte et le doute de soi de leurs victimes. Ils comptent sur un système qui ne prend pas au sérieux les femmes lorsqu'elles disent que quelque chose ne va pas. Mais nous ne sommes plus silencieuses. Nous n'avons plus honte et nous ne partons pas, la législation a été adoptée 6 mois plus tard. La Violet Ashford Act a créé des sanctions fédérales pour la violence psychologique dans les cas impliquant l'exploitation financière, a établi un financement pour les services aux victimes, et a exigé une formation pour les forces de l'ordre et les professionnels de la santé. J'aurais dû me sentir triomphante. J'aurais dû sentir que j'avais enfin obtenu justice, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui avaient été réduites au silence et rejetées et à qui l'on avait dit qu'elles étaient folles. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La paix. L'appel est arrivé un vendredi matin au printemps.
J'étais dans mon bureau à la fondation en train de relire un dossier lorsqu'une assistante a frappé à la porte. « Madame Ashford, il y a quelqu'un ici pour vous voir. » Elle dit que c'est personnel. J'ai levé les yeux pour voir une jeune femme dans la vingtaine avec des cheveux sombres et des yeux nerveux. Elle m'a semblé familière, mais je ne pouvais pas la situer. « Je suis désolé de vous déranger, » dit-elle en entrant dans mon bureau. « Je m'appelle Rachel Dubois. Je suis la fille du docteur Dubois. » Le dossier m'a glissé des mains. Docteur Dubois, le psychiatre qui avait aidé Julien dans leur plan pour me faire sortir, qui avait prévu de me faire interner. Il avait été libéré de prison il y a 6 mois après avoir purgé sa peine réduite. « Je sais que vous n'avez aucune raison de m'écouter, » continua rapidement Rachel, voyant mon expression. « Mais j'ai besoin de vous dire quelque chose à propos de mon père, à propos de ce qu'il fait maintenant. » J'ai fait signe de s'asseoir, mon cœur battant déjà la chamade. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il recommence. « La même chose qu'il vous a faite. Il a trouvé de nouvelles victimes, de nouveaux partenaires. Et cette fois, il est plus prudent. » Rachel a sorti un dossier et l'a posé sur mon bureau. Je l'observe depuis sa sortie. Je sais que ce qu'il vous a fait est impardonnable, mais c'est mon père et je. J'espérais que la prison l'avait changé, mais non. Si quoi que ce soit, cela l'a rendu plus intelligent pour couvrir ses traces. J'ai ouvert le dossier et mon sang s'est glacé. Il y avait des photos de femmes âgées, des dossiers médicaux, des documents financiers. C'était le même schéma que j'avais vu auparavant. Dopage systématique, isolement, manipulation financière. Combien, ai-je demandé calmement. Au moins 6 que je sache. Peut-être plus. Il travaille avec un réseau maintenant. D'autres médecins, avocats, administrateurs d'établissements de soins. Il cible des veuves riches, des femmes ayant des actifs substantiels et sans famille proche pour les protéger. J'ai étudié les photographies, voyant ma propre histoire reflétée dans les visages de ces femmes. La confusion, la peur, l'érosion progressive de leur autonomie. Pourquoi me dites-vous cela? Pourquoi ne pas aller à la police? Le visage de Rachel s'est effondré. J'ai essayé, mais il a appris de ses erreurs. Tout a l'air légitime sur papier. Les médicaments sont prescrits pour des affections valides. Les arrangements financiers sont correctement documentés. La famille semble sincèrement inquiète, sans quelqu'un à l'intérieur, sans preuve de la conspiration. La police pense que vous n'êtes qu'une fille qui essaie de causer des problèmes à son père criminel. Exactement. Elle s'est penchée en avant, mais vous l'avez arrêtée avant de l'exposer. Si quelqu'un peut le faire à nouveau, c'est vous. J'ai regardé les dossiers, ressentant le poids familier de la responsabilité sur mes épaules. J'avais construit une belle vie pour moi au cours des 5 dernières années. La fondation prospérait. J'avais trouvé la paix. J'avais même recommencé à sortir avec quelqu'un. Un homme gentil nommé Maverick qui connaissait mon histoire et m'aimait quand même. Je pouvais laisser tomber ça. Laisser quelqu'un d'autre s'en occuper. Mais ensuite, j'ai regardé à nouveau les photographies, les visages de femmes qui vivaient ce que j'avais survécu. Des femmes qui pourraient ne pas être aussi chanceuses que moi. De quoi avez-vous besoin de moi? Ai-je demandé. L'enquête a duré 8 mois. En travaillant avec Rachel comme source interne, nous avons lentement construit un cas contre le docteur Dubois et son réseau. C'était plus sophistiqué que tout ce que Julien et Laurent avaient tenté. Une opération multi-État impliquant des dizaines de conspirateurs et des centaines de victimes. La partie la plus difficile était de le voir se produire en temps réel, sachant que des femmes étaient manipulées pendant que nous rassemblions des preuves. Mais nous devions être patients. Il fallait construire un dossier solide qui ne puisse être rejeté ou réglé par un plaidoyer. Madame Henderson va de plus en plus mal, a rapporté Rachel lors d'une de nos réunions hebdomadaires. Ils ont augmenté ses médicaments et sa fille pousse pour qu'elle signe une procuration. Madame Henderson était l'une des victimes que nous surveillions, une veuve de 75 ans avec une succession substantielle et une fille qui était soudainement devenue très intéressée par les finances de sa mère après avoir rencontré le docteur Dubois. Combien de temps avons-nous, ai-je demandé. Peut-être une semaine. Une fois qu'ils auront la procuration, ils agiront vite. Ils ont appris de votre cas. Ils savent qu'il ne faut pas traîner trop longtemps. J'ai pris une décision qui aurait terrifié la vieille moi, la femme qui faisait confiance à tout le monde et ne remettait rien en question. Nous allons y aller plus tôt ce soir, mais nous n'avons pas encore assez de preuves. Nous en avons assez pour sauver Madame Henderson, et parfois cela doit suffire.
Le raid a eu lieu à l'aube. Des agents fédéraux coordonnés par l'unité de criminalité en col blanc de la DGSI ont frappé 12 endroits simultanément. Le bureau du docteur Dubois, les établissements de soins, les bureaux des avocats, les maisons des conspirateurs. J'étais là quand ils ont arrêté le docteur Dubois. Il avait l'air plus vieux, plus fragile que je ne m'en souvenais, mais ses yeux conservaient le même calcul froid qui m'avait glacé il y a des années. Madame Ashford, dit-il alors qu'il l'emmenait menotter. J'aurais dû savoir que vous seriez derrière ça. Vous auriez dû rester en prison, ai-je répondu. Ou mieux encore, vous auriez dû trouver un autre travail. Il a souri, son expression me donnait la chair de poule. Vous pensez avoir gagné quelque chose ici? Vous pensez que cela change quoi que ce soit? Il existe des dizaines d'opérations comme celle-ci. Des centaines de médecins et d'avocats qui savent à quel point les femmes vulnérables peuvent être rentables. Vous ne pouvez pas toutes les arrêter. Peut-être pas, dis-je, mais je peux vous arrêter. Et cela suffit pour aujourd'hui. Le procès a été encore plus spectaculaire que ceux de Julien et Laurent. Les médias l'ont surnommé le complot Dubois et il a révélé un réseau de corruption qui touchait certaines des institutions les plus respectées du pays. Le docteur Dubois a écopé de la prison à vie. Cette fois, ses co-conspirateurs ont reçu des peines allant de 10 à 30 ans. Les établissements de soins ont été fermés, les avocats ont été radiés du barreau, et les victimes, celles qui étaient encore en vie, ont entamé le long processus de récupération de leur vie et de leurs actifs. Mais le résultat le plus important n'a pas été les condamnations ou les peines. Ce fut la conversation qui a suivi. Soudain, tout le monde parlait de violence psychologique, de la vulnérabilité des femmes âgées, des systèmes qui ne les protégeaient pas. Les facultés de médecine ont commencé à exiger des cours sur la reconnaissance de la maltraitance. Les forces de l'ordre ont développé de nouveaux protocoles pour enquêter sur ces crimes. Et plus important encore, les femmes ont commencé à parler. La ligne d'assistance de la Fondation a été inondée d'appels de femmes qui avaient reconnu les signes avant-coureurs dans leur propre vie, qui faisaient confiance à leur instinct au lieu de le rejeter comme de la paranoïa. Nous avons évité que des douzaines de cas n'atteignent le point où le mien l'a fait, aidant les femmes à s'échapper avant qu'elles ne perdent tout. Tu as changé le monde, m'a dit Maverick un soir alors que nous étions assis sur le porche de la maison que nous avions achetée ensemble. Un petit endroit avec un jardin où je pouvais cultiver les fleurs que j'avais toujours aimées mais que je n'avais jamais eu le temps de soigner pendant mon mariage avec Julien. J'ai changé une petite partie, ai-je corrigé. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Il y en aura toujours, mais cela ne diminue pas ce que vous avez accompli. Je me suis penché contre lui, sentant la chaleur solide de sa présence. Maverick n'était rien comme Julien. Il était honnête là où Julien avait été trompeur, solidaire là où Julien avait été manipulateur, sincère là où Julien avait été calculateur. Il m'a fallu des années pour refaire confiance, pour croire que quelqu'un pouvait m'aimer sans vouloir me détruire. Regrettes-tu parfois, demanda-t-il, se battant au lieu de simplement s'en aller. J'ai réfléchi un instant, regardant le coucher du soleil peindre le ciel en nuances d'or et de rose. Non, dis-je finalement. Julien et Laurent m'ont pris 2 ans de ma vie, mais ils m'ont aussi donné quelque chose. Ils m'ont donné un but. Ils m'ont montré que j'étais plus forte que je ne le pensais. Et le docteur Dubois m'a rappelé que le combat n'est pas terminé, qu'il y aura toujours des prédateurs à la recherche de proies vulnérables, mais qu'il y aura aussi des gens prêts à leur faire face. 10 ans après cet appel téléphonique qui a tout changé, je me suis présenté devant une autre commission du Congrès, cette fois pour témoigner du succès de la Violet Ashford Act et de la nécessité de protections étendues. Quand j'ai raconté mon histoire pour la première fois, dis-je, regardant les législateurs assemblés, j'étais juste une femme essayant d'exposer les hommes qui ont essayé de la détruire. Je n'aurais jamais imaginé que cela deviendrait un mouvement. Les statistiques étaient stupéfiantes. Au cours des décennies qui ont suivi l'adoption de la loi, les poursuites pour violences psychologiques ont augmenté de 400%. La Fondation avait aidé plus de 10 000 femmes à échapper à des situations abusives. La ligne d'assistance téléphonique avait reçu plus de 50 000 appels, mais les chiffres qui comptaient le plus pour moi étaient plus petits, plus personnels. 6 femmes qui avaient appelé notre ligne d'assistance avaient évité d'être droguées par des membres de leur famille suspects. 12 femmes âgées avaient été secourues d'établissements de soins frauduleux. 37 femmes avaient réussi à repousser les tentatives de les déclarer incompétentes. Chacune était une victoire. Chacune était une vie sauvée. Les prédateurs sont toujours là, continuai-je. Ils s'adaptent, trouvent de nouvelles façons d'exploiter les femmes vulnérables. Mais nous nous adaptons aussi.
Nous écoutons quand les femmes disent que quelque chose ne va pas. Nous les croyons quand elles signalent des abus. Et nous nous défendons. J'ai fait une pause, pensant à toutes les femmes qui avaient partagé leurs histoires avec moi au fil des ans. Toutes les survivantes qui avaient trouvé le courage de parler. Il y a 10 ans, j'étais une femme qui faisait confiance à tout le monde et ne remettait rien en question. Je croyais que les gens qui prétendaient m'aimer ne me feraient jamais de mal. Je me trompais à ce sujet, et cela m'a presque coûté tout. J'ai regardé directement la caméra, sachant que quelque part là-bas, des femmes regardaient, qui pourraient être en train de vivre ce que j'avais survécu. Mais j'ai appris quelque chose d'important. Se tromper sur les gens ne vous rend pas faible ou stupide ou naïf. Cela vous rend humain. Et être humain signifie que vous méritez d'être traité avec dignité et respect, pas manipulé et exploité. J'ai pris une profonde inspiration, ressentant le poids de tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais construit à partir des cendres de mon mariage détruit. À toute femme qui regarde ceci et qui suspecte que quelque chose ne va pas dans sa vie, à qui on a dit qu'elle était paranoïaque ou délirante ou qu'elle imaginait des choses, faites confiance à vos instincts. Vos préoccupations sont valides. Vos préoccupations sont réelles. Et vous n'êtes pas seul. J'ai souri, pensant à la fondation, au réseau de survivants et de militants que nous avions construit, aux femmes qui trouvaient leur voix dans leur force. Nous sommes là, nous écoutons, et nous ne partons nulle part. La lettre est arrivée un mardi, 15 ans après la condamnation de Julien. J'étais dans mon bureau au nouveau siège de la Fondation, un bel immeuble au centre-ville qui abritait non seulement notre organisation, mais une douzaine d'autres groupes travaillant à protéger les adultes vulnérables. L'adresse de retour a fait trembler mes mains. Julien Morrison, Centre pénitentiaire fédéral, Coleman, Floride. J'ai regardé l'enveloppe pendant un long moment avant de l'ouvrir. Julien avait essayé de me contacter plusieurs fois au fil des ans, des lettres que j'avais jetées, non lues, des appels que j'avais refusé de prendre. Mais quelque chose dans celle-ci semblait différent. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier couverte de l'écriture familière de Julien. Violette, je sais que tu ne liras probablement pas ceci, et je ne te blâme pas. Je sais que je n'ai aucun droit de te contacter, aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je suis en train de mourir, et il y a des choses que j'ai besoin de te dire. J'ai un cancer du pancréas. Les médecins disent que j'ai environ 7 mois. J'ai passé les 15 dernières années en prison à penser à ce que je t'ai fait. Et j'ai besoin que tu saches que je comprends maintenant à quel point j'avais tort. Je ne peux pas annuler ce que j'ai fait. Je ne peux pas te rendre la confiance que j'ai détruite ni les années que je t'ai volées. Je ne peux pas ramener la femme que tu étais avant que je ne te brise. Mais je peux te dire la vérité enfin et complètement. Je ne t'ai jamais aimé. Je t'ai épousé pour ton argent et je suis resté avec toi pour ton argent et j'ai prévu de te tuer pour ton argent. Chaque baiser était un mensonge. Chaque je t'aime était une performance. Chaque moment de notre mariage, c'était moi qui calculais combien tu valais pour moi. Mais voici ce que je n'avais pas compris alors. Tu valais bien plus que de l'argent. Tu étais gentille, confiante et généreuse. Et au lieu de chérir ces qualités, je les ai exploitées. Tu méritais un mari qui te protège, pas un qui te détruit. J'ai regardé les nouvelles au fil des ans. J'ai vu ce que tu as construit, les femmes que tu as aidées, les vies que tu as sauvées. Tu as pris la pire chose qui te soit jamais arrivée et tu en as fait quelque chose de beau. Tu as pris ma trahison et l'as utilisée pour protéger d'autres femmes des hommes comme moi. Je ne m'attends pas au pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que même si je ne t'ai jamais aimé comme tu le méritais, je respecte ce que tu es devenu. Tu es plus forte que je ne l'ai jamais été, plus courageuse que je ne l'ai jamais été, meilleure que je ne l'ai jamais été. Je suis désolé, Violette, pour tout cela. Pour chaque mensonge, chaque manipulation, chaque moment de douleur que je t'ai causé. Je suis désolé de ne pas avoir été l'homme que tu pensais avoir épousé. Je suis désolé de ne pas avoir été l'homme que tu méritais. J'espère que tu es heureuse. J'espère que tu as trouvé quelqu'un qui t'aime comme tu devrais être aimé. J'espère que tu as trouvé la paix, Julien. J'ai lu la lettre 2 fois, puis je l'ai posée sur mon bureau et j'ai regardé par la fenêtre la ville en contrebas. Quelque part là-bas, des femmes vivaient leur vie, faisant confiance à leur partenaire, croyant en l'amour. Certaines d'entre elles seraient trahies comme je l'avais été. Mais plus de femmes seraient protégées grâce à notre travail, grâce aux conversations que nous avions entamées, grâce au système que nous avions changé. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 15 ans.
Confiante, naïve, vulnérable. Elle était partie, détruite par la trahison de Julien, aussi sûrement que s'il l'avait tuée. Mais de ses cendres était né quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui pouvait protéger les autres des prédateurs qui voyaient la vulnérabilité comme une opportunité. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Maverick. « Comment s'est passée ta journée ?» m'a-t-il demandé, sa voix chaleureuse de l'affection sincère que j'avais appris à reconnaître et à faire confiance. « Compliqué, dis-je, mais bonne. Et la tienne ? Mieux maintenant que je te parle. » J'ai souri, ressentant la chaleur familière qui venait d'être aimée par quelqu'un qui me voyait comme plus qu'un compte bancaire, plus qu'une cible, plus qu'un moyen d'arriver à ses fins. « Je t'aime, dis-je, et je le pensais complètement. »« Je t'aime aussi, répondit-il. Et je savais qu'il le pensait aussi. Après avoir raccroché, j'ai pris la lettre de Julien et je l'ai mise dans la déchiqueteuse à côté de mon bureau. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à travailler sur mon discours pour la conférence de demain. Un rassemblement de défenseurs, de survivants et de responsables de l'application de la loi du monde entier. Tous travaillant pour protéger les adultes vulnérables de l'exploitation. Le titre de ma présentation était « De la victime à la vainqueur, comment la trahison peut devenir un but ». J'avais une histoire à raconter, des femmes à protéger et un monde à changer. Julien mourait en prison, seul et oublié. Je vivais en liberté, entouré d'amour et de buts.